Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La naissance de grands pôles économiques dans le pays en marche. Bientôt un port sec à Ferké. Les travaux lancés aujourd'hui. La pose de la première pierre de l'ouvrage présidé par Kandia Camara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Un projet d'intégration sous-régionale dont le coût est estimé à 254 milliards de francs CFA. Le plan national de développement 2021-2025 est évalué à 59 000 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes, les partenaires techniques et financiers se sont rencontrés ce vendredi. Entre autres objectifs de cette séance de travail, affiner ce troisième PMD. Il doit tenir compte de l'environnement, de l'inclusion et des principes de bonne gouvernance. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a mis la main ce jeudi soir sur Nawa Fofana. Elle fait partie des personnes ayant relayé avec des incitations aux troubles à l'ordre public la fausse vidéo à la base des violences contre la communauté nigérienne dans le pays. Certains ont déjà été interpellés dans cette affaire qui a occasionné de nombreux dégâts. Et puis l'orchestre de l'université d'Abidjan aura marqué les étudiants et le monde musical ivoirien dans les années 80. De Ramsès Ekimon, Big Sato, Kadjim, en passant par Billy Didier et bien d'autres, l'OUA a su traduire les aspirations profondes du monde étudiantin à l'époque. On verra ce que devient cet orchestre dans le dossier à suivre dans ce journal. Une superficie de 732 hectares, une livraison en 2024 à 254 milliards de francs CFA d'investissement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a procédé à la pose de la première pierre des travaux du port sec de Ferké. Ce sera une zone de transit des flux de marchandises dans le cadre du commerce entre les États. Le reportage de Cheikh Koné. De la conception à la réalisation, que de temps mis. 8 ans exactement, mais la patience a fini par payer. Le projet du port sec de Ferké-Sédougou est désormais sur les rails. Ce vendredi 21 mai 2021 est donc un jour mémorable pour les populations, les cadres et les élus de la région du Tchologo. Ils bénéficieront ainsi dans un peu plus de 30 mois de l'un des premiers ports secs de l'Afrique de l'Ouest. Une journée qui restera à jamais gravée dans notre mémoire, car enfin, le rêve est devenu réalité. Ce jour mémorable m'offre également l'agréable occasion de renouveler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, la reconnaissance et la gratitude de toutes nos populations. Ce projet ambitieux et futuriste, comme le jugent ses promoteurs, va impacter toute la région, mais au-delà, tous les pays de l'Interland. Le port sec aura donc des effets externes positifs au niveau de la facilitation du commerce entre les pays concernés, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger. Il contribuera à un renforcement de la compétitivité des économies de ces 4 pays avec un gain de temps et une réduction des coûts de transaction. Il permettra également une intensification du commerce régional et un accroissement des investissements dans les États concernés. Mais c'est quoi un port sec? C'est un espace géographique sans accès à la mer qui sert de transit ou d'arrivée des flux de marchandises dans le cadre du commerce entre les États et de relais au port maritime classique. Dans le cas d'espèce, ce port sec permettra de décongestionner les ports de San Pedro et d'Abidjan. Le choix de Ferké-Sédougou n'est pas fortuit. La ville de Ferké-Sédougou a été choisie en raison de sa position stratégique et privilégiée. Elle est quasiment à 600 km d'Abidjan, à 600 km de Bamako et à 600 km de Ouagadougou. Bâti sur une superficie de près de 732 hectares, soit l'équivalent de 104 stades de football, le port sec de Korogo disposera de 3 composantes à savoir un terminal pour l'import et l'export, un dépôt d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. La dimension du projet dénote de l'ambition du gouvernement à créer des pôles économiques d'envergure dans les régions de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas pour lui de donner de la richesse, mais plutôt de donner à chaque région la capacité et l'autonomie de créer de la richesse qui se bonifie au fil du temps. Le port sec de Ferké-Sédougou se présente comme une plateforme logistique reliée à différents modes de transport. Son coût global est de 254 milliards 171 millions de francs CFA,
financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers un prêt obtenu auprès des banques chinoises et des banques nationales. Selon le maître d'œuvre, le port de fer Késédougou est prévu être inauguré en 2024. Plus de 71 000 emplois directs seront créés. Poursuivons notre grand angle sur ce port sec qui est une opportunité pour les opérateurs économiques. La cérémonie s'est également déroulée en présence de plusieurs membres des gouvernements ivoiriens, burkinabés et maliens. Voici quelques réactions avec Cheikh Koné. Les populations sont sorties nombreuses. Elles n'ont pas voulu se faire compter ce fait historique, un port sec dans leur région. Une initiative saluée tant du côté des populations du Tchologo que des officiels et opérateurs économiques locaux, comme ceux de l'Interland. C'est une très grande joie pour nous parce que grâce à ce projet, nous jeunes de la région du Tchologo, de la Bagoué, du Poro et même les autres régions de Côte d'Ivoire, ce projet va nous permettre vraiment d'avoir assez d'emplois et d'éviter même pratiquement l'immigration en allant sur la mer pour vraiment aller nous faire tuer gratuitement. C'est une infrastructure géopolitique et géostratégique importante dans notre espace et que effectivement nous saluons cette autre vision du chef de l'État. Au-delà de l'aspect économique, nous voyons que c'est un instrument de lutte contre la pauvreté. Et nous savons aujourd'hui que notre espace est en but aux questions sécuritaires et de développement. Et on sait aussi que le développement, c'est l'autre nom de la paix. Si les jeunes du septentrion ivoirien ont un instrument pour s'en sortir, ils ne vont pas se laisser aller. Une satisfaction générale. Nous avons communiqué, mes collègues des différentes chambres consulaires, nous avons communiqué et c'est des félicitations qui ont été adressées à la Côte d'Ivoire et à nous-mêmes parce que nous parlons au plan politique d'intégration africaine et je crois que c'est à travers ces actions concrètes qu'on peut effectivement réaliser cette intégration. Et puis au plan économique aussi, il faut dire que c'est un soulagement pour les opérateurs économiques ivoiriens et les opérateurs économiques de la sous-région. De joie, de fierté pour cette infrastructure vraiment qui est un projet qui va révolutionner l'intégration entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland, le Mali en particulier. Révolutionner le travail, le transit, le transport et le commerce. Nous sommes plus que heureux. Nous disons au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, un grand merci. Parce que c'était un rêve pour nous depuis et ça a été chose faite. Pour les populations impactées par la construction de ce port, soit 484 familles, un plan de relogement doté d'une enveloppe de 7 milliards de francs CFA a été mis sur pied pour leur apporter du sourire. En attendant la fin des travaux, dans 30 mois, des danses de réjouissance, comme pour dire merci au gouvernement. Un projet qui vient s'imposer donc comme le moteur de la relance économique de la région du Tchologo et même au-delà. Dans 30 mois, à la fin des travaux, le port sec de Ferké va générer plusieurs emplois. Les jeunes, les femmes et les opérateurs économiques se frottent déjà les mains. On le voit avec Kader Sogodogo. Une pose de première pierre. Une action quasi quotidienne en Côte d'Ivoire depuis environ une décennie. Celle-là a quelque chose de particulier. Un rêve longtemps caressé par toute une région. La pose de la première pierre du port sec de Ferké-Sédougou. Services portuaires et entrepôts, dépôts d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. Une zone économique nouvelle voit ainsi le jour à Ferké-Sédougou. Les bénéficiaires sont sans aucun doute toutes les populations, jeunes et femmes, en première ligne. C'est le lieu pour nous, en tant que jeunes de la région de Tchologo, d'exprimer nos infinis remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de nous donner cet instrument inespéré, opportunité inespérée, qui permettra à la jeunesse de la région de Tchologo, une fois de bon, d'être une jeunesse responsable, d'être une jeunesse occupée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, le port sec va donner du travail aux femmes de Tchologo. Nous bénissons le président de la République, nous bénissons le président du conseil régional, nous bénissons le premier ministre Achille Patrick et nous bénissons la paix nationale. Transporteurs, opérateurs économiques, citoyens lambda. Avec le port sec, la donne change. Ça va réduire beaucoup l'accident de la circulation au niveau d'Abidjan. Ça va réduire aussi la fatigue des chauffeurs. Vous voyez,
Abidjan, Niger, ça fait 2620 km. Le Niger, il gagne déjà 1900 km. Bamako, Abidjan, ça fait 1200 km et il gagne déjà près de 600 km de moins. Donc, ça va aider d'abord la rotation des propriétaires de camions et puis l'infrastructure aussi. Le port, c'est une chance pour nous, secteur du BTP et de l'artisanat. Plus de 71 000 emplois à l'horizon. L'inauguration du port sec de Fekese-Dougou sera faite dans 30 mois. Son coût, 254 171 millions de francs CFA. C'est donc un projet d'intégration sous-régionale qui va contribuer au désengorgement des deux principaux ports d'Abidjan et de San Pedro. C'était le grand angle sur le port de Ferke ce soir. Et ces grands pôles économiques s'inscrivent dans le programme de développement. Le plan national de développement sur la période 2021-2025 est déjà évalué. Ce PND est estimé à 59 000 milliards de francs CFA. Les autorités, les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés ce vendredi. 6 axes définis tenant compte de l'inclusion et des principes de bonne gouvernance. Des détails avec Dangui Dangui. Bien qu'encore au laboratoire, le 3e plan national de développement PND de la Côte d'Ivoire pèse 59 000 milliards de nos francs et promet déjà. Le PND 2021-2025 promet, entre autres, de donner un coup de fouet au processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire et ouvrir ainsi la voie à une transformation structurelle de son économie. Les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ont passé le document du PND 2021-2025 à la loupe ce vendredi dans le cadre d'un dialogue avec les autorités. Les défis sont importants puisqu'il s'agit de traduire de manière opérationnelle pour les 5 prochaines années les priorités stratégiques vers une croissance accélérée de la Côte d'Ivoire, plus inclusive et qui se fonde sur une vraie réforme structurelle de l'économie. Depuis 2012, les autorités se dotent de plans nationaux de développement PND pour ne pas naviguer à vue. Le PND 2021-2025 est conçu pour conduire la Côte d'Ivoire à une autre étape de son développement. Le 3e plan devrait permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs, en doublant le revenu par habitant en 2025. Le PND 2021-2025 est conçu sur la base des leçons du PND 2012-2015 et du PND 2016-2020. Autorités et partenaires financiers et techniques de la Côte d'Ivoire se sont engagés à se revoir pour offrir un 3e plan national de développement à la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité économique, il y a aussi les spéculations de ces derniers jours, comme le prix de nombreux produits de grande consommation tels que le sucre, le riz et l'huile. Le prix de la baguette de pain n'augmentera pas. C'est ce qu'a indiqué le directeur du commerce. Il a eu une séance de travail avec les fêtières des organisations de boulangerie et d'associations de consommateurs. Les services du ministère du Commerce promettent de surveiller les prix sur le marché. On retrouve Dangui Dangui. Abidjan, commune de Marcory. Brigitte se ravitaille en baguettes de pain et assure que le prix n'a pas augmenté. C'était du pain sans sel, 2 baguettes qui coûtent 300 francs les 2 baguettes. C'est toujours le même prix, 150 la baguette. En début de cet après-midi, le directeur du commerce a eu une séance de travail avec les 3 fêtières des organisations de boulangerie et de pâtisserie, en présence des organisations de consommateurs. Les boulangers ont renouvelé leur engagement à ne pas profiter de la crise énergétique que traverse la Côte d'Ivoire pour augmenter les prix. Nous nous sommes dit qu'il faut faire un effort pour accompagner le gouvernement, qu'il faut soutenir le gouvernement, il faut accompagner le gouvernement de sorte qu'on puisse traverser cette crise énergétique. Je voulais lancer un appel aux consommateurs pour dire que nous sommes des acteurs de la lutte contre la vie chère et nous ne devons pas rester passifs, nous devons remonter toutes les informations. C'est ce qu'on appelle le consommateur averti justement. Côté gouvernement, c'est la surveillance des prix sur le marché. Pas question de laisser flamber les prix à cause de la tension sur la demande de nombreux produits du fait de la crise énergétique. Toutes les actions sont prises afin que les velléités spéculatives que nous observons d'ici et là sur les produits de grande consommation soient mises très rapidement sous l'éteignoir. Les prix de nombreux produits, notamment le lait, le sucre et l'huile, ne doivent pas connaître d'augmentation parce que la Côte d'Ivoire dispose de stocks suffisants.
selon le directeur du commerce qui rappelle par ailleurs que le combat du gouvernement, c'est de protéger le panier de la ménagère. Et le gouvernement poursuit aussi sa politique de l'eau pour tous. Plusieurs villages des sous-préfectures de Timélécro et Assara, dans le département de Bongouanou, disposent désormais de châteaux d'eau. Des infrastructures qui viennent résorber la question de l'adduction en eau potable de milliers de populations. Des investissements d'un coût global de 900 millions de francs CFA. C'est donc la fin du calvaire dans le Moronou. Le reportage de Franck Wadio. C'est de routine. Chaque matin, Martine, ménagère à Ngoïno, dans la région du Moronou, revient du point d'eau. Le village est alimenté en eau potable seulement à partir d'un forage et d'une fontaine communautaire réalisée en 2017. On charge ça sur nos têtes, on vient mettre ça à la maison. Pour qu'on se lave avec ça, on fait nos... Un château d'eau, le village est grand. Un château d'eau. Le terme est lancé et réalisé. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accompagné de l'inspecteur d'État, Awandoli Théophile, procède à l'ouverture des vannes. Ngoïno, Djangobo et Djakabo, sous-préfecture de Timélécro, disposent désormais d'un château d'eau en béton armé de 80 mètres cubes et 15 mètres de hauteur, capable de produire 440 mètres cubes par jour jusqu'en 2035. Nous remercions déjà le président de la République. Nous avons bénéficié du raccordement de certains de nos villages au réseau national d'électricité. Beaucoup de nos villages ont bénéficié de l'eau potable. Aujourd'hui, c'est Ngoïno, Djangobo et Djekabo qui viennent d'être raccordés. À Assara, sous-préfecture et 6 autres villages, la même action. Ici, l'infrastructure aura coûté 554 millions de francs CFA. En plus du château d'eau de 200 mètres cubes, une station de traitement d'eau de type T1. Ça ne sert à rien de construire un château d'eau, de faire 67 km de canalisation. Et puis, les populations n'ont pas de l'eau. C'est pourquoi le président a toujours dit, en plus de tout cela, il faut aider les populations à avoir accès à cette eau-là en leur offrant le compteur à un taux social qui est de 10 000 francs et l'État prend en compte, je dirais, les 155 000. Ici, nous avons déjà donné les instructions à nos services. On a parlé avec la chefferie pour qu'on puisse déjà enregistrer les populations qui peuvent avoir accès à ces branchements sociaux. Le président a promis. Et il a dit, dans 2-3 ans, il faudra que tous les villages du Moronou puissent avoir de l'eau potable. Et c'est pour ça que le ministre ne fait que revenir dans notre région et nous sommes heureux de le recevoir. Ça fait sa 4e visite. 4e visite dans notre région. Et aujourd'hui, on peut vous dire que grâce au président de la République et avec l'appui technique du ministère, c'est au moins une vingtaine de villages qui ont de l'eau potable. Il faut dire merci au président. À l'instar de l'inspecteur général d'État, des populations heureuses qui ont traduit leur reconnaissance. C'est d'actualité que l'eau est vraiment une denrée rare. Et vous voyez toute cette population, 7 villages qui bénéficient de cet ouvrage-là, de ce château que vous voyez derrière moi. On ne peut que dire merci. Merci beaucoup. Elle fait partie des personnes qui ont suscité les manifestations de ces derniers jours à Abidjan. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a mis la main hier soir sur une dame. Elle a relayé avec des incitations aux troubles à l'ordre public la fausse vidéo à la base des violences contre la communauté nigérienne dans le pays. Alexis Oudraogo. Le 19 mai dernier, sur sa page Facebook, Nawa lance un direct. Vous les Aoussala, pour vous, on est prêts pour vous. On va vous laisser. Donc ça fait à suivre, parce que moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Mais c'est un avant-goût. Jeudi soir, elle a été interpellée par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. Je n'ai pas incité une violence contre la communauté nigériane. Cette vidéo qui a déclenché cette histoire, je ne pouvais pas imaginer que c'était un fake news. J'ai regretté d'avoir fait ma vidéo tout en tombant dans le piège du fake news, comme tout le monde. Et c'est même pour ça que je me suis rendue à un Hausa Brou de la place pour pouvoir faire une autre vidéo de sensibilisation pour demander pardon à tous les Hausa et continuer à sensibiliser les jeunes et leur faire savoir que c'était un fake news et que le problème ne concernait pas les Ivoiriens. La situation a fait à ce jour 39 blessés et d'importants dégâts matériels. Nawa devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes
Avec elle, tous ceux qui seront épinglés dans les enquêtes en cours. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations avec le Niger. C'est aussi le cas avec le Burkina Faso. Le ministre de la Réconciliation nationale est justement à Ouagadougou. Kwadio Konan-Bertin, en visite de travail, il a rencontré le Moro Nahaba pour, dit-il, prendre des conseils, des échanges fructueux qui contribuent davantage à raffermir les liens entre les deux pays. Éric Goré est notre envoyé spécial à Ouagadougou. Pour sa première visite officielle en dehors de la République de Côte d'Ivoire, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin choisit le pays des hommes intègres. Le ministre de la Réconciliation nationale opte pour tous les mécanismes qui pourront l'aider à réussir sa mission, avec comme axe majeur l'inclusion à tous les niveaux, communautaire, sociologique, social, entre autres. Au lendemain de son arrivée à Ouagadougou, Kwadio Konan-Bertin ira rencontrer Sa Majesté le Moro Nahaba, roi des Mossi. Pendant cette rencontre, qui a duré plus de 2 heures, la réconciliation et le renforcement des liens entre les deux pays étaient au cœur des débats. J'ai déjà effectué quelques voyages à l'intérieur du pays pour aller écouter la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je continuerai ces voyages parce que la première étape de ma mission, c'est ce que j'appelle le temps de l'écoute. Vous savez combien ils sont, nos frères burkinabés en Côte d'Ivoire. Le processus de la réconciliation ne peut pas les ignorer. Ce vœu qui s'accomplit s'inscrit aussi dans une vision. Vous voyez, nous sommes jeunes. Avant nous, nos pays ont existé, avec des dirigeants qui ont eu des visions en ce qui nous concerne pour ces deux pays, pour ces deux peuples. Pour ne citer que 2 noms. Félix Houphouët-Boigny, le père bâtisseur, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et son homologue, eh bien Maurice Yaméogo. Tous les deux ont tracé des sillons. Une vision qui montre clairement que la Côte d'Ivoire reste dans la dynamique de toujours entretenir des liens fraternels avec tous ses voisins pour la stabilité et le développement économique de la sous-région. Ici en Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Eugène Akaouele et Sa Majesté Désiré Amontanoé ont parlé de la collaboration entre les institutions. Sidonie Davila. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire nourrissent l'idée de travailler ensemble. Dans cette optique, les 2 présidents d'institutions, Eugène Akaouele et Nanan Désiré Amontanoé, se sont rencontrés pour évoquer la question du rapprochement. Cette visite nous inscrit parfaitement dans ce que nous considérons comme notre identité la plus remarquable. Ici, le mot culturel prend toute son importance. Moi qui sais d'où je viens, je sais que ma première identité, c'est d'abord la culture qui est incontestablement notre première richesse pour nous, les pays en développement, qui est notre patrimoine culturel à sauvegarder à tout prix. Et dans toutes nos démarches, nous devons nous inspirer de la sagesse de nos rois et chefs. Cette rencontre entre le CESEC et la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a été appréciée par Nanan Désiré Amontanoé, roi d'Enzima, Kotoko. Les larmes des commerçants à Djamé. Un incendie s'est déclaré ce vendredi dans la nuit au marché Roxy de la commune. Le sinistre a été maîtrisé grâce à l'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires, mais le bilan fait état d'un blessé. 80 commerces détruits. Les autorités municipales sont déjà à pied d'œuvre pour soulager les victimes. Jean-Marc Diadji. Un blessé, plus de 80 commerces calcinés et aucune perte en vie humaine. Voici le bilan de l'incendie qui s'est produit à 1h du matin dans une partie du marché de Roxy d'Adjamé. Les propriétaires de ces commerces, encore sous le choc, tentent encore de récupérer quelques biens. Depuis 1h du matin, on nous a appelé que le magasin a pris feu. Bon, nous sommes venus avec, on est venu trouver les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers. Bon, nous n'avons pas pu rentrer parce que le feu était trop. C'est une situation qui est très délicate. Nous venons de perdre tous nos marchandises. Nous sollicitons l'aide du maire, l'aide de l'État
parce que c'est une perte qui est assez grande. C'est des marchandises qui sont prises en crédit. Alertés, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ont pu circonscrire le feu. Des moyens sont déployés pour sécuriser la zone de l'incendie. L'extinction est terminée. Nous procédons au déblai pour mettre fin au dernier foyer brisant. Ce serait intéressant d'avoir des bouches ou des poteaux d'incendie près de ces grandes surfaces ou de ces grands magasins pour faciliter l'extinction. Le maire de la commune d'Adjamé constate le sinistre et fait des doléances. Nous sommes dans une désolation totale. Vous constatez, et ça c'est des pertes énormes, non seulement pour la commune mais pour les commerçants. Aujourd'hui, moi je tire le chapeau aux forces de sécurité qui sont à pied depuis 1h du matin. J'ai demandé au chef de l'État qui nous permette d'occuper l'espace de la casse, de l'ancienne casse, pour qu'on puisse construire un marché pour essayer de décongestionner Adjamé. Des enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances réelles de l'incendie. En attendant, il faut faire aussi attention à la menace sanitaire. La Covid-19 est toujours présente dans le pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 40 nouveaux cas de Covid-19, 39 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 46 874 cas confirmés, dont 46 282 personnes guéries, 298 décès et 294 cas actifs. Au total, 447 449 doses administrées contre la Covid-19. Le nombre de morts dus à la pandémie est largement sous-évalué, admet l'OMS vendredi dans un rapport annuel sur la santé mondiale. Officiellement, 3,4 millions de personnes sont décédées, la plupart sur le continent américain et en Europe. Elles pourraient être entre 6 à 8 millions. Les experts semblent s'accorder sur une sous-estimation du bilan. L'OMS s'attend également à ce que le nombre de suicides ait augmenté dans plusieurs pays. Ici en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle pour le ministère de la Santé. Le pays vient d'obtenir des États-Unis d'Amérique un appui financier d'environ 57 milliards de francs CFA. Ce soutien du gouvernement américain s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Richard Bell a procédé hier après-midi à l'approbation de ce montant. Walter Amadou Ouattara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Elle est marquée par l'approbation du COP 21. Programme de santé initié par les États-Unis d'Amérique. Ce programme signifie simplement en français « Plan opérationnel pays ». Après les interventions du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et de la coordinatrice mondiale par intérim du PEPFAR, programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, survient l'approbation. C'est une aide à la Côte d'Ivoire dont le montant s'élève à hauteur de 57 milliards de francs CFA. Il y a environ 250 000 personnes en Côte d'Ivoire qui suivent le traitement qui peut non seulement sauvegarder leur santé et leur vie, mais réduire leur charge virale au point qu'ils ne peuvent pas transmettre le virus. Et donc nous avons reçu officiellement l'approbation de Washington pour le programme pour l'année prochaine qui commence le 1er octobre de cette année. C'est le lieu pour moi de féliciter Monsieur le ministre de la Santé, de le remercier pour son leadership. L'infection à VIH-Sida demeure un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes de la lutte, la prévalence de l'infection est estimée à 2,1%. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundemba, l'appui américain est un réel soulagement pour les priorités de la lutte contre le sida, étant donné que cet appui intervient dans un contexte sanitaire impacté par la pandémie de la COVID-19. Les objectifs, c'est donc d'arriver à dépister 95% des personnes, vraiment assurer une certaine continuité donc, de cette lutte. Et ce financement va permettre donc, de poursuivre les activités menées dans ce sens. La particularité de l'événement, c'est la première fois que l'approbation de ce COP a lieu en Côte d'Ivoire. Habituellement, cette approbation se déroule à Washington, D.C., aux États-Unis.
Retour sur le campus. Les étudiants des années 80-90 se souviennent de ce groupe mythique. L'orchestre de l'université d'Abidjan a marqué tout le monde musical ivoirien. De Ramsès de Kimon, Big Sat au Kadim, Ras Goody Brown, en passant par Billy Didier et bien d'autres. L'OUA a su traduire les aspirations profondes du monde estudiantin à l'époque. Les membres ont repris leurs instruments en 2019 avec un album Reminder, mais aujourd'hui, que reste-t-il de la formation artistique et surtout que sont devenus les anciens? Dans le dossier Vidicide ce soir, focus sur l'orchestre de l'université d'Abidjan avec Issa Tionayo. OUA, le sigle est bien celui de l'ex-organisation de l'unité africaine, mais ici, il renvoie plutôt à l'orchestre de l'université d'Abidjan, un groupe musical et artistique d'étudiants créé dans les années 70 à l'université d'Abidjan et qui a fait le beau jour de la musique ivoirienne. Docteur Adama Diabaté est médecin. À l'EUA, il jouait à la guitare solo. Ses études en médecine et sa profession actuelle l'éloignent de sa passion, la musique. Malgré ses occupations professionnelles, ce samedi, il retrouve ses copains anciens de l'OUA. J'ai rencontré les membres de l'orchestre de l'université en 1993, lorsque je rentrais à l'université. J'avais d'abord fait Podium avec le batteur qui est Ludovic, qu'on appelle Bilan aujourd'hui. Et après Podium, il a su que j'étais étudiant. J'étais au tronc commun à Boba Djamé et il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie de l'orchestre. Je viens à la répétition et ils finissent la répétition. Le président me croise, il me dit bon, écoute, normalement c'est à la fin de la répétition que tu dois pouvoir faire ton test, mais là tout le monde est parti. Donc reviens la prochaine fois pour faire ton test. Et je viens plus tôt que prévu et je trouve le bassiste avec Ludovic, le batteur, en train de s'entraîner. Et pendant qu'ils étaient en train de répéter, les deux, ils me disent mais viens faire quelque chose, on va s'amuser. J'ai commencé à faire ce que je connaissais. Et le président qui habitait juste au-dessus de la salle de répétition, il descend. Il me dit, c'est toi qui me demandais à faire un test avant-hier. Il dit, mais toi, tu n'as pas de test à faire. Hein. Tu es un très bon guitariste et tu rentres en même temps. C'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre. J'étais à la faculté de droit. Okay. La musique et les études, on a donc essayé de les concilier. Okay. Ce n'était pas très facile. Parce que l'école, souvent, il y a du stress. Quand on va à l'école, il y a des moments de stress que la musique nous permet d'évacuer. Et donc, vraiment, la musique, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et jusqu'après les études, je suis cadre au ministère de l'économie et des finances. Ces retrouvailles, Dr Diabaté et ses amis les mettent à profit pour profiler un projet de sortie d'un nouvel album. Ce projet, dénommé Reminder, est basé sur les reprises des chansons à succès de l'orchestre. L'OUA se reconstitue avec les anciens. Donc c'est un travail qui, comme vous le savez, a pris du temps depuis 5 années. On est sur ce projet que vous découvrez maintenant pour que ces moments que l'orchestre a pu créer dans notre carrière ou bien dans notre avenir musical puissent être revécus dans le présent ou dans le futur. Tous dans la vie active, aujourd'hui, ces ex-membres de l'OUA veulent passer un message aux étudiants. La pacification de notre espace commun, l'espace académique. Ensuite, pratique saine des activités culturelles, donc musicales en particulier, et susciter des vocations pour que les étudiants se disent qu'on peut pratiquer la musique, qu'on peut pratiquer le sport et réussir plus tard dans la vie sociale. Une université sans animation n'est pas bonne, c'est pas une bonne chose pour le pays. À côté, on veut persuader au foot que si tu veux avoir la paix, donne aux étudiants de la matière pour se distraire et pour se cultiver davantage. Il y avait le théâtre et puis il y avait le club de musiciens. C'était l'OUA, orchestre de l'université d'Abidjan. Avec le nouvel album Reminder, l'orchestre entame une tournée dans les cités universitaires de Côte d'Ivoire. Bouaké est la première étape. Nous sommes en février 2020. Malheureusement pour l'OUA, nouvelle version. La tournée sera de courte durée du fait de la pandémie du coronavirus.
L'orchestre de l'Université d'Abidjan, ce n'est pas que les anciens. La relève est assurée par d'autres jeunes étudiants. Le Centre régional des œuvres universitaires, cours A1, met à leur disposition une salle de répétition. Ils aménagent leur emploi du temps afin de concilier études et musique. Étant au département de musique, on a la musique comme science. Ici, on vient pour la pratique et le perfectionnement. Ils nous mettent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. C'est un honneur parce que c'est pas n'importe quel orchestre. Voilà, c'est l'université au fait. Voilà. Le fait d'être inclus dedans, déjà c'est ma passion la musique, donc ça fait que je me sens en famille et tout avec l'accueil. Ce vendredi, ces jeunes talents reçoivent la visite surprise du sous-directeur chargé du socio-culturel au cours A1. Quand on a une structure comme ça à sa disposition, qui participe au développement intellectuel des étudiants, il faut l'entretenir. Malgré cette détermination des jeunes étudiants musiciens de perpétuer l'héritage laissé par leurs aînés, des difficultés existent, notamment dans l'acquisition de certains instruments. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais malgré ces éléments qui manquent, les jeunes étudiants, les artistes, ils font vraiment des merveilles avec leurs doigts et avec leur intelligence. Des inquiétudes prises en compte par le directeur général du cours A1, Deli Mamadou, qui veut donner à l'orchestre toutes ses lettres de noblesse. Nous envisageons renouveler certains instruments. L'orchestre de l'Université d'Abidjan est dans l'esprit de tous les Ivoiriens, de tous les cadres, de plusieurs générations de cadres. Nous profitons pour inviter les bonnes volontés à venir. Celui qui envoie une guitare à l'orchestre de l'Université d'Abidjan, ce sera marqué. L'OUA, véritable creuset de talent à l'Université d'Abidjan. Aujourd'hui, Université Félix Houphouët-Boigny. De grandes célébrités de la musique ivoirienne telles Ramsès de Kimon, Emmanuel Boifo, Orenchi et bien d'autres sont des produits de cet orchestre dont la perpétuation reste un défi majeur pour la jeune génération. Dans le dossier VDC, focus ce soir sur l'orchestre de l'Université d'Abidjan avec Issa Tionon Yeo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, le sage nous apprend que ce n'est pas à un sourd qu'il faut demander si le tam-tam est harmonieux. Dieu le voulant, on se retrouve demain.